à toutes et à tous pour cette 16e conférence du sommet virtuel de la mobilité durable. Le thème aujourd'hui, c'est mobilité électrique, comment réussir la décarbonation de sa flotte et anticiper les besoins énergétiques. Je suis Suzy Cantraine, donc responsable communication à l'APCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement. Et je suis aussi responsable de la communication de cet événement. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette conférence aujourd'hui. J'ai avec moi donc plusieurs intervenants, mais je les laisserai se présenter parce qu'ils ont fait une super slide de présentation. Donc vous verrez ça juste après. Et on est ensemble pour 1h30. Alors, je vais vous faire une petite présentation. Donc pour ceux qui l'ont déjà entendu, patience, ça dure 2 minutes et après je vous laisse avec nos intervenants. Et pour les personnes pour qui c'est la première fois, comme ça vous aurez quelques mots sur l'événement. Donc cet événement, il est coporté avec l'ADEME et la PCC, et donc il est coordonné donc, par la PCC dont je fais partie. On souhaitait vous rappeler en fait pourquoi est-ce qu'on fait cet événement. On voulait vous donner des clés concrètes et partager des retours d'expérience pour les employeurs et les territoires dans l'objectif final d'accélérer la décarbonation des mobilités. C'est vraiment pour ça qu'on est là pendant ces 2 semaines. Et donc on a prévu pour ce faire 25 conférences et ateliers qui s'articulent autour de 4 axes que sont comprendre et analyser, réduire, reporter, améliorer. Donc c'est ce que vous voyez s'afficher à l'écran. On a un programme qui est très complet, qui est ambitieux. N'hésitez pas à aller parcourir le programme pour identifier les interventions qui peuvent vous être utiles selon là où vous en êtes et selon vos problématiques, que ce soit dans les conférences qui restent à venir ou celles qui sont déjà passées et qui sont accessibles en replay dès maintenant sur la plateforme. Alors, on voulait aussi en profiter pour remercier toutes les personnes sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, en tout premier lieu, l'ADEME, parce que c'est vraiment grâce à eux que cet événement peut avoir lieu, mais aussi nos sponsors et partenaires, et également toutes les personnes qui ont permis à l'événement d'exister, c'est-à-dire toutes les structures du comité de programmation et du comité d'experts qui nous ont aidés à construire cet événement. Donc, merci à eux, donc, tous ceux que vous voyez s'afficher à l'écran. Sachez aussi qu'on a eu à cœur de donner un accès gratuit aux conférences et ateliers puisqu'on souhaite que ce soit accessible à toutes et tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir, ce sera avec plaisir. Hop. Parce que cet événement, il a beau être gratuit, il a un coût. Donc, si vous pensez qu'il mérite une réédition, n'hésitez pas à nous soutenir. Quelques aspects logistiques, après j'en ai presque terminé. Simplement vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet discussion publique, dans lequel vous m'avez déjà un petit peu écrit et dit d'où vous venez en France. Voilà, le replay il sera généré automatiquement dans les minutes qui suivent la fin de la conférence, dans cette même salle. Donc vous pourrez retrouver le replay immédiatement après et il sera dans le hall des replays à partir de demain. Et à la fermeture de la plateforme, on retrouvera les slides et le replay directement sur le site du sommet. Donc vous ne perdez aucun contenu, tout sera accessible et disponible. On va aussi vous demander de remplir un petit questionnaire de satisfaction à la fin de la conférence. Donc c'est très important pour nous, on ne peut pas vous parler en face à face, donc c'est notre moyen de savoir ce que vous avez pensé de cet événement. Donc je vous le mets déjà dans le chat, si jamais vous savez que vous allez devoir partir avant la fin, vous pouvez vous le garder de côté et y répondre. Et voilà, ça nous fera plaisir. Alors, sachez également que si vous avez la main pour maximiser votre présentation, si vous trouvez que les slides sont trop petites, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez soit maximiser la présentation, soit la mettre en plein écran. Donc ça, vous avez complètement la main là-dessus. Sachez aussi que si jamais vous avez encore des questions à la fin de la conférence, vous pourrez la poser à nos intervenants par mail ou par message privé sur la plateforme. Vous aurez tout ce qu'il faut. Hop. Et enfin, la fonction réseautage, si vous ne l'avez pas encore vue celle-ci, c'est une nouvelle fonction qu'on a inaugurée cette année. Elle est en bas à droite de votre écran, vous avez une petite étoile. Ça vous permet de communiquer avec toutes les personnes présentes sur la plateforme en filtrant vos choix de recherche. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est bon, je vais pouvoir passer la main à mes intervenants. Merci à toutes et tous. Donc là, vous êtes une 50aine de personnes connectées. Je pense que ça va encore continuer à monter parce que là, on est juste après la pause déjeuner. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une bonne conférence et je vous laisse avec nos intervenants. Bonjour à tous et merci Suzy pour cette introduction. Alors nous sommes ravis d'être réunis aujourd'hui pour vous parler des enjeux de décarbonation de sa flotte et notre vision des enjeux associés et notamment les besoins énergétiques anticipés.
Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de ces sujets. L'objectif n'est pas forcément de donner une vérité absolue, mais c'est plutôt partager notre retour d'expérience. Alors, la manière dont cette conférence va se dérouler, alors bien évidemment, on va chacun se présenter. J'annoncerai ensuite le sommaire et vous pourrez, bien sûr, tout au long de cette conférence, poser vos questions directement sur le chat. On y répondra au fil de l'eau et bien évidemment, on prendra également le temps nécessaire pour répondre à vos questions à la fin de la conférence. Vous la trouverez effectivement en replay si nécessaire et vous pourrez également nous contacter par email si toutefois il y avait des questions supplémentaires. Donc, je vous propose directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour me présenter, Irina Kodosova, je suis présidente de Mobilize Power Solutions France et j'interviens sur le marché de mobilité électrique depuis presque 15 ans maintenant, puisque les premiers projets autour de la mobilité électrique et notamment les enjeux de recharge des véhicules électriques, eh bien, ils datent de 2009-2010, puisqu'on a contribué au tout premier projet démonstrateur. Et donc, au fil des années, le marché s'est bien sûr accéléré et nous avons pu apprendre en marchant avec nos clients dans la manière dont la décarbonation de la flotte peut être entamée et puis surtout, on accompagne nos clients vers la réussite de cette décarbonation. Je suis également accompagnée par Sophia Godban, que je laisse se présenter, Lucie, qui nous aidera à la réussite de cette conférence, et Loïc Nicolazo, qui représente notre client et partenaire, la société Eureden. Sophia, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Bonjour à tous, donc moi c'est Sophia Godban et donc je suis la directrice du pôle conseil de Mobilize Power Solutions France. Lucie. Bonjour à tous, moi je suis la directrice communication, je m'occupe de la communication du coup de Mobilize Power Solutions France et c'est moi qui vais m'occuper de récupérer un peu vos questions dans le chat ou de vous répondre dans certains cas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour à tous, alors je suis Loïc Nicolazo, donc j'ai en charge les achats indirects de la coopérative Eureden, coopérative agroalimentaire de l'ouest de la France. Et j'ai accepté de participer à cet exercice parce qu'il est toujours intéressant de partager ces expériences en lien avec notre partenaire Mobilize. Parfait, merci beaucoup Loïc. Et effectivement, donc Mobilize Power Solutions, l'entité qu'on représente avec Sophia, est une société qui est spécialisée en infrastructure de recharge pour les véhicules électriques avec une approche clé en main. On accompagne nos clients aussi bien dans les réflexions amont qu'ils peuvent avoir sur le passage à la mobilité électrique, la décarbonation de leur flotte, donc avec une approche plutôt conseil, il fait vraiment définition des orientations, des arbitrages court terme et plan action plus long terme. Et puis ensuite, avec l'accompagnement clé en main dans le cadre des projets d'installation de bornes de recharge, aussi bien sur les parkings pour recharger la flotte, les parkings d'entreprise, les parkings qui peuvent être accessibles également au grand public, mais également au domicile des collaborateurs, le cas échéant, ainsi que l'accès à l'itinérance sur les bornes publiques. Et donc, dans le cadre de ces projets, nous accompagnons les clients vraiment de A à Z, depuis le conseil, l'ingénierie, l'ensemble des travaux de fourniture, installation des bornes et ensuite les services associés. Et compte tenu effectivement de la diversité de cas, de besoins, d'usages auxquels nous sommes confrontés, ça nous amène aujourd'hui effectivement à vous proposer cette conférence pour, comme je le disais tout à l'heure, partager notre vision des enjeux et puis surtout les bonnes questions à se poser. Alors concrètement, quels seront les thèmes que nous allons aborder dans cette conférence? Eh bien, il nous semblait important tout d'abord de commencer par faire un état des lieux du contexte réglementaire où on en est aujourd'hui, quelles sont les tendances, quelles sont les principales informations à connaître, quelles sont peut-être des obligations à anticiper, en tout cas à prendre en compte pour les entreprises. Ensuite, on s'intéressera à notre vision et notre retour d'expérience des bonnes pratiques. Quelles sont les bonnes questions à se poser, quels sont les points anticiper et en tout cas, voilà, de quelle manière on peut avancer dans cette décarbonation qui va en accélérant. Bien évidemment, le passage à la mobilité électrique est de manière assez forte et directe liée aux enjeux énergétiques. C'est la raison pour laquelle on terminera cette conférence par se poser justement ces questions sur les enjeux liés à l'approvisionnement en énergie, puis surtout les leviers que l'installation de bornes de recharge peut représenter.
Donc, je vous propose de démarrer par le premier thème, donc, qui est celui du contexte réglementaire. Et pour cela, je laisse la parole à Sophia. Donc, je vais juste après vous en dire plus sur l'ensemble des enjeux réglementaires liés à la mobilité électrique au sens large. Donc, je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais donc le secteur des transports, c'est le principal émetteur de gaz à effet de serre en France. Et au sein de ces émissions, 94% proviennent du transport routier. La France a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui veut dire décarboner en priorité le secteur routier. Et donc, pour y parvenir, la France a fixé plusieurs jalons intermédiaires, donc avec notamment la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici 2040 et la mise en place de zones à faible émission, donc on appelle plus souvent ZFE, afin donc de limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur un certain nombre de territoires en France. Donc à cela, il y a d'autres obligations réglementaires qui ont été mises en place, notamment des obligations qui découlent de la loi LOM. Donc la LOM, ça veut dire la loi d'orientation des mobilités. Donc cette loi date de 2019. Donc il y a deux principaux volets dans cette loi. Donc un premier volet qui va concerner les flottes de véhicules, qu'il s'agisse de flottes de véhicules d'entreprise ou de collectivités, et ensuite un deuxième volet concernant le nombre minimum de points de charge installés sur des parkings qui répondent à un certain nombre de critères. Donc sur le premier volet, la loi s'applique uniquement si vous avez une flotte de plus de 100 véhicules et la loi va concerner le renouvellement de la flotte des véhicules. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lors du renouvellement des flottes de véhicules, il y a un pourcentage minimum de véhicules à faible émission à intégrer dans votre parc. Donc, sachant qu'il y a une trajectoire pour l'instant qui s'étend jusqu'à 2030, avec un objectif cible de 70% de véhicules à faible émission à intégrer lors du renouvellement de votre flotte. Ensuite, le deuxième aspect, ça va concerner le nombre minimum de points de charge installés pour les parkings non résidentiels. Voilà. Donc, pour ce type de parking, à partir du 1er janvier 2025, il y a une obligation d'avoir à minima un point de recharge par tranche de 20 places. Et il faut également avoir un point de charge accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de pénalité si vous ne respectez pas la LOM. Mais là, nous, ce qu'on peut voir, notamment lors de nombreux échanges qu'on a avec des experts sur le sujet ou d'associations comme l'AVER spécialisée dans la mobilité électrique, c'est que la réglementation risque de se durcir dans les prochaines années. Donc, il faut vraiment anticiper ces différents jalons réglementaires. Donc, est-ce que Loïc, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre expérience sur ces différents sujets réglementaires? Oui, alors Sophia, effectivement, comme vous l'avez dit, l'obligation de la loi LOM nous oblige à renouveler un certain nombre de véhicules. En l'occurrence, nous sommes un parc de plus de 100 véhicules. Et en 2024, on est concerné par 20% effectivement des renouvellements à effectuer en véhicules électriques, alors qu'ils soient électriques ou hybrides rechargeables. Et le deuxième aspect, c'est effectivement l'équipement des parkings au 1er janvier 2025. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est, je dirais, est-ce qu'on respecte cet engagement-là? Clairement non, mais en tout cas, on se met en ordre de marche de toute façon pour travailler. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille avec Mobilize pour identifier sur chaque site un avant-projet pour définir effectivement et le nombre d'emplacements d'une part, donc ça c'est sur chaque site. Et en ce qui concerne la partie véhicule, eh bien, je travaille actuellement à refondre effectivement le nombre de véhicules qui peut être proposé, notamment en véhicules électriques. Donc, en ordre de marche, évidemment, on n'est pas au rendez-vous, mais en tout cas, on tend vers quelque chose, en tout cas, on avance. D'accord, merci Loïc.
Donc là, sur le graphique de droite, donc vous pouvez voir qu'il y a eu une accélération de la vente des véhicules rechargeables à partir de 2020. Et là, depuis donc 4 ans, on voit une croissance très forte, donc avec une multiplication de la vente des véhicules par plus de 3,5. Donc ça veut dire que les différentes réglementations mises en place commencent à avoir un impact notable. Donc l'objectif de la France, c'est d'atteindre d'ici 2028, donc dans 4 ans, 5,3 millions de véhicules rechargeables dans l'ensemble du parc routier français. Donc ça veut dire que d'ici 4 ans, il faut multiplier par plus de 3 le nombre de véhicules rechargeables en circulation. Donc ce qui signifie qu'il faut encore avoir des efforts, donc bien sûr, à poursuivre pour atteindre cet objectif fixé par la PPE. Sophia, on a une question intéressante. On a quelqu'un qui nous demande, en gros, il occupe un site aujourd'hui qui doit abandonner d'ici 1 à 3 ans. Du coup, au vu de la mise en application de la réglementation à 2025, ils vont être obligés, eux, qui occupent en 2025 le site, de faire les travaux. Mais pour autant, ils vont le quitter 1 ou 2 ans après. Est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités de dérogation dans ce cas de figure un peu particulier ? Sachant qu'ils occupent un site de manière temporaire avec une date de départ. Est-ce que ça, vous savez répondre à ce sujet ? Alors, je peux peut-être donner les premiers éléments de réponse et Sophia, je te laisserai compléter. Première question à se poser, qui est le propriétaire du site? Donc, est-ce que c'est la société qui pose la question ou est-ce que la société est locataire? Puisque l'obligation d'installation de bornes de recharge est une obligation qui incombe en premier lieu au propriétaire du site. Et ensuite, quel que soit le cas de figure, même si effectivement il y a un départ, donc un changement de lieu qui est prévu, pour autant l'obligation à aujourd'hui, en tout cas au 1er janvier 2025, reste applicable. Bien évidemment, le fait d'investir dans les bornes de recharge, et c'est d'ailleurs les points sur lesquels on reviendra tout à l'heure, il ne faut pas le voir seulement comme une obligation, c'est aussi bien évidemment une action qui est nécessaire aujourd'hui pour accompagner le développement de la flotte électrique. Le fait d'investir dans ces infrastructures donnera aussi une certaine valeur à cet actif. Admettons, si vous êtes effectivement propriétaire, et bien au moment de la revente de ce bâtiment, bien évidemment, ces investissements pourront être réévalués. Reste ensuite, et c'est là-dessus peut-être effectivement l'attention qui pourra être portée, vous dites que potentiellement les investissements peuvent être importants. Bien évidemment, ah oui, si l'actif est détruit, effectivement le cas très particulier, parce qu'effectivement aujourd'hui la seule dérogation qui est possible, c'est si le coût de cette mise en conformité est disproportionné par rapport, par exemple, au montant d'autres travaux qui sont engagés sur le site. Bien évidemment, c'est les questions qui peuvent être traitées de manière spécifique. Ce que je vous propose peut-être, si le cas vraiment, vous souhaitez qu'on investigue ensemble plus loin, c'est qu'on reprenne contact après la conférence et puis on regarde comment on peut vous accompagner, au moins vous donner les éléments nécessaires à justifier le cas échéant si ces travaux ne devaient pas se faire. Merci beaucoup pour la réponse. Je vous fais suivre, Madame Blanchardon, le mail pour nous contacter pour investiguer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon pour tout le monde? Dans tous les cas, on aura une session questions-réponses à la fin, donc bien évidemment, pas d'inquiétude. Vous pouvez les poser et au fil de l'eau, et puis bien sûr, à la fin, on pourra revenir sur les questions essentielles. Alors, pour continuer effectivement dans ce cadre qui a été posé par Sophia, et je t'en remercie, effectivement, aujourd'hui, voilà, à la fois les chiffres qui sont présentés reflètent aussi une vraie réalité. Réalité de marché, réalité aussi de prise de conscience sur l'urgence à s'engager de manière plus active dans cette transition énergétique, voilà, la décarbonation du parc automobile. Et donc, aujourd'hui, voilà, souvent les questions qui nous sont posées par les entreprises, c'est premièrement, par quel bout prendre, voilà, ce cadre réglementaire qu'on vous a présenté de manière synthétique, quelles sont les questions à se poser, et puis, voilà, à quel rythme y aller. Et donc, nous, notre vision, c'est que, bien évidemment,
pour parler de la décarbonation et puis planifier les actions, il est essentiel de prendre le temps nécessaire en amont du projet pour penser, définir sa stratégie. La stratégie de décarbonation, sur quoi elle va se baser? Le premier élément, c'est le niveau d'ambition. Alors tout à l'heure, Sophie a vous présenté effectivement les chiffres sur les obligations, par exemple, d'introduction de véhicules à faible émission ou à très faible émission dans sa flotte, applicables dès aujourd'hui, et puis avec les pourcentages qui vont augmenter dans le temps pour assez rapidement atteindre 70%. Donc la première question à se poser, est-ce que le niveau d'ambition est celui qui est défini aujourd'hui par les textes de loi? Éventuellement, est-ce que ce niveau d'ambition, il est différent et donc potentiellement plus ambitieux? Aujourd'hui, c'est le cas de certains de nos clients qui, effectivement, nous disent, c'est pas parce que les textes de loi aujourd'hui nous obligent à introduire 20% de véhicules propres qu'on va se limiter à ces 20%. Si l'analyse de nos déplacements, du fonctionnement de notre flotte, nous laisse penser qu'il est possible dès aujourd'hui d'introduire davantage de véhicules électriques, qu'on maîtrise aussi le coût global de possession de cette flotte électrifiée, eh bien, pourquoi ralentir? Voilà, donc derrière, ce niveau d'ambition va refléter aussi la stratégie et les engagements plus globaux en termes de RSE d'une société, par exemple. Ça peut aussi tenir compte du contexte spécifique local. Alors, je fais notamment référence, par exemple, aux zones à faible émission. Eh bien, on sait qu'effectivement, les entreprises qui sont situées à proximité ou à l'intérieur des zones à faible émission, eh bien, font que leur contexte local nécessitera très rapidement à introduire les véhicules à faible émission dans leur flotte. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, effectivement, en ce qui concerne notamment la part de la flotte électrifiée et plus concrètement, quel véhicule thermique remplacé par quel modèle de véhicule électrique, hybride rechargeable. Est-ce qu'on parle d'ailleurs de véhicules légers, utilitaires ou poids lourds? Aujourd'hui, certains de nos clients sont aussi, par exemple, présents sur les métiers de la logistique, du transport, et bien, sont également directement concernés par ces interrogations. Et donc, se pose ensuite la question de faire les bons choix. Quel type de modèle, voilà, sur quel type d'utilisateur et plutôt de flux ces véhicules à faible émission peuvent être introduits. Ensuite, bien évidemment, ne pas oublier dans cette définition de la stratégie la réglementation. Voilà, que dit la réglementation en termes du nombre et de la part de la flotte électrifiée, mais aussi des parkings. Est-ce qu'on est entreprise privée ou plutôt acteur établissement public? Et donc, voilà, quel est le rythme auquel cette électrification doit s'opérer? Donc, c'est l'ensemble de ces paramètres qui définiront le niveau d'ambition. Après, et ça c'est un point extrêmement important, la stratégie d'électrification, de décarbonation ne doit pas seulement être quelque chose de théorique. Bien évidemment, on doit tenir compte des besoins réels. Quel est le métier de l'entreprise? Quels sont les véhicules de la flotte qui doit être électrifiée? Pour quel trajet, pour quels besoins? Voilà. Est-ce qu'il s'agit par exemple de trajet domicile-travail? Est-ce qu'il s'agit plutôt de trajet de l'équipe commerciale ou technique? Et donc, à chaque cas, quelle est la bonne réponse, d'accord, de passage à l'électrique et donc surtout de service de recharge? Bien évidemment, l'usager lui-même. Est-ce que c'est un usager qui doit, dans le cadre de ses déplacements quotidiens, parcourir les distances importantes et donc avoir potentiellement aussi accès à la recharge au cours de ses trajets? Est-ce qu'il fait uniquement la recharge au domicile ou il ne peut pas se recharger de manière optimale sur site? Et donc, dans ce cas-là, la recharge... Et donc, dans ce cas-là, uniquement, effectivement, la recharge au bureau n'est pas suffisante. Donc, on peut lui mettre à disposition également les solutions de recharge à domicile, voire lui permettre d'accéder aux bornes de recharge publiques. Se pose aussi la question de quel temps de stationnement dispose l'utilisateur. Derrière, la réponse ne sera pas unique.
notamment en termes de puissance de bornes de recharge à mettre en place. Et donc, encore une fois, c'est l'ensemble de ces questions qui permettront d'affiner et de définir la stratégie qui sera aussi adaptée peut-être au cas par cas, site par site, service par service, pour que le passage à l'électrique soit vécu de manière optimale par les utilisateurs. Cette stratégie-là aussi, notamment si je fais référence aux clients plutôt grands comptes, multi-sites, se posera bien évidemment la question de priorisation, planification dans le temps. Ce n'est pas parce qu'il est question aujourd'hui d'introduire 20% de véhicules à faible émission dans sa flotte qu'on va faire sur l'ensemble des sites d'une entreprise 20% de véhicules introduits. Donc, ça devra encore une fois faire en se basant sur l'analyse des déplacements, sur l'analyse de la politique de la flotte, identification des sites à équiper en priorité, par exemple en lien avec les zones à faible émission, les enjeux de la logistique du dernier kilomètre ou la gestion au sens vraiment global de son parc foncier. La question des investissements, enfin, c'est un point bien évidemment et naturellement très important. Comment rationaliser les investissements à moyen long terme? Comment prévoir et anticiper les budgets qui devront être mobilisés? D'ailleurs, est-ce que l'entreprise doit investir elle-même? Dans certains cas, effectivement, ça peut être tout à fait judicieux pour posséder ses actifs et pour être complètement en maîtrise de ses infrastructures de recharge. Dans d'autres cas, il peut être opportun de mettre en place plutôt des dispositifs de type tiers investissement en faisant recours à des opérateurs qui peuvent aussi porter l'investissement et mettre à disposition du bénéficiaire de l'entreprise plutôt le service de recharge. Là, encore une fois, se pose la question, enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est plutôt quelle est aujourd'hui la stratégie, l'habitude de l'entreprise de gérer ses investissements, ses actifs. Est-ce que c'est plutôt porter l'investissement? Est-ce que c'est délégué à un tiers? Ou trouver peut-être des schémas intermédiaires. Mais bien évidemment, la question derrière, c'est toujours être dans une approche et vision pluriannuelle. Pas seulement regarder à très court terme, j'achète les premiers véhicules, il me faut les premières bornes et donc ça me coûte tant. C'est plutôt de dire, voilà, aujourd'hui, j'achète les premiers véhicules. Combien de véhicules j'anticipe et je prévois d'introduire dans ma flotte dans les années à venir? Quelles seront les infrastructures de recharge nécessaires? Et donc là, on anticipe à la fois l'évolutivité, par exemple, de ces infrastructures de recharge, donc en termes d'alimentation électrique, en termes d'extension des stations de recharge qui seront facilitées. Et donc, on planifie voilà, à la fois ces travaux, ces investissements dans la durée. Et c'est voilà, en ayant vraiment cette approche globale, cette stratégie globale que, à notre sens, le passage à l'électrique sera réussi. Quand on parle d'ailleurs d'anticipation, il n'est pas seulement question d'anticiper l'évolution future, mais c'est même à l'échelle d'un projet à mener, par exemple, sur un site, anticiper aussi toutes les échéances incompressibles, puisque les travaux d'installation de bornes de recharge, selon les cas, peuvent être des interventions relativement longues, notamment s'il est question, par exemple, de créer les nouveaux points de livraison et donc faire intervenir notamment Enedis dans le cadre des travaux qui peuvent, dans certains cas, nécessiter jusqu'à 6 à 8 mois de délai. C'est des choses qui s'anticipent justement pour ne pas se retrouver avec des véhicules électriques déjà en parc et sans possibilité de les recharger. Donc, c'est notre vision voilà, de manière assez résumée ici, mais qui est essentielle. Et j'ai envie peut-être, pour compléter voilà, notre vision plutôt générale, peut-être de faire témoigner aussi Loïc sur comment vous, Loïc, chez Eureden, vous avez abordé ce passage à l'électrique. Est-ce que c'était facile et assez clair d'entrée de jeu, ou quelles sont en tout cas les questions, peut-être les freins que vous avez rencontrés au démarrage de votre projet? Alors facile, bon, ça c'est certain, c'est jamais facile. Et puis on a effectivement, en parlant de freins, oui, c'est vrai que c'est l'inconnu hein, au démarrage, hein, c'est de connaître un petit peu le marché, parce qu'effectivement, comprendre le modèle économique, hein, moi j'ai commencé ce travail-là il y a 2 ans et on est au démarrage, hein, donc on est en train d'installer les premières bornes, mais effectivement, c'est les inconnus qui vont autour de tout ça. Donc, c'est aussi tout de suite vient les inquiétudes des collaborateurs. Hein. Moi, quand je partage avec les collaborateurs, en fait, j'entends plus d'inquiétudes. Moi, ce que je constate, que ce soit dans les échanges personnels ou professionnels,
c'est tout de suite des problématiques qu'on avance, des aspects négatifs. Enfin, très sincèrement, c'est ce que j'entends. Ça passe des conditions d'excavation des terres rares, la pollution des rivières. Enfin, on aborde ces sujets-là. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on entend, en passant par tous les inconvénients en termes d'autonomie. Et ça finit en général par, je dirais, le recyclage des batteries. Bon, moi, je réponds à tout ça, effectivement, c'est vrai, il ne faut pas le contester, hein, c'est une réalité, mais je réponds aussi avec ça en disant, mais il faut ramener ça à l'enjeu de l'électrification. Hein. C'est comme on l'a rappelé tout à l'heure, on l'a dit, c'est quand même faire baisser le taux d'émission de CO2, parce que c'est quand même pratiquement 50 000 morts par an en France, et c'est aussi comparer aussi l'usage je dirais, de ces terres rares par rapport aux carburants qu'on crame une seule fois, alors que les terres rares, on les réutilise. Bon, soit pour revenir un petit peu aux ambitions de Reden, c'était d'abord, au-delà de choisir le partenaire, c'était aussi de définir un nombre d'équipements à minima de planning, de parking, excusez-moi, effectivement avec un planning de déploiement. On a déployé sur les 2 sites administratifs principaux. J'allais dire que ce sont les personnes peut-être les plus concernées dans un premier temps, mais très vite aussi on a déployé et je dirais les sites volontaires ont préparé des avant-projets, bien sûr avec leurs besoins spécifiques sur les sites, hein, avec que ce soit au niveau des parkings administratifs, que ce soit au niveau des parkings pour salariés ou éventuellement des parkings dédiés aux salariés, à nos personnels intérimaires, lorsqu'il y a plusieurs parkings par exemple. Et pour ça, on a la possibilité, et un de nos sites a effectivement fait le choix on en parlait tout à l'heure, d'ouvrir un point de livraison supplémentaire dédié à l'utilisation des bornes électriques. Alors, sur le choix des bornes électriques en termes de puissance, le choix qui a été fait, en tout cas chez Reden, c'était aussi de mettre des bornes en puissance 22 kg, des puissances à charge, on va dire, semi-rapide, et aussi d'avoir des véhicules équipés en option 22 kg, de façon à rendre facile l'utilisation de l'électrique. Parce qu'il y a déjà assez de situations complexes qui empêchent le déploiement de l'électrique. Donc, rendons l'usage le plus simple possible. Donc, on est au démarrage, où on a fait le choix de mettre quelques bornes 22 kW. On n'a pas forcément équipé en totalité, en respect de la loi L'Homme. Bien sûr, il y a le pré-équipement qui est fait. Et effectivement, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, on complétera. Donc voilà, donc on avance hein, et on apprend en marchant. Donc on verra au fur et à mesure comment on doit s'adapter. Voilà un petit peu comment nous on a déployé chez Reden le démarrage des IRBE. Merci beaucoup Loïc. Et d'ailleurs, effectivement, je pense que votre témoignage fait ressortir aussi un point très important qui est celui de sensibilisation des différentes parties prenantes, que ce soit au niveau vraiment de la direction des décideurs, mais surtout au niveau des futurs utilisateurs. Voilà, les informer, les accompagner, aider à lever les doutes ou en tout cas les a priori qui puissent exister sur le véhicule électrique et surtout faire accompagner ce projet, effectivement ce passage à l'électrique par une vraie démarche préparée de conduite de changement. Parce qu'effectivement, notamment les utilisateurs qui au quotidien peuvent se sentir soit menacés, soit en tout cas impactés par les contraintes de l'électrique. Les retours d'expérience montrent que si le projet a bien été pensé en amont, qu'on a analysé les déplacements des utilisateurs en leur mettant à disposition un véhicule adapté à leur trajet et l'infrastructure de recharge adaptée à leurs besoins, eh bien, les utilisateurs sont plutôt satisfaits et contents et généralement ne souhaitent plus faire marche arrière pour revenir sur des véhicules thermiques, mais ça peut effectivement être aussi une expérience plus décevante. Donc là-dessus, voilà, merci beaucoup Loïc pour ces points. Alors peut-être si on poursuit et pour donner quelques exemples plus concrets, donc voilà, quand on a parlé de cette stratégie, les différents points abordés, quel est le message effectivement derrière? C'est surtout qu'il est très important de définir la trajectoire selon laquelle on veut décarboner sa flotte. Et donc, même si la définition de cette stratégie peut nécessiter un certain temps, c'est à long terme qu'on va en gagner.
Si on J'ai des avance... petites questions, Irina. Mhm. Il y a deux questions sur le chat très intéressantes, mais qui concernent notamment les questions de financement, de monétisation des bornes, etc. Je pense que c'est intéressant d'y revenir en fin de présentation, parce que là, pour le coup, ça nécessite une réponse un peu particulière. Mais par contre, j'ai deux questions. Il y a une question pour Loïc. Mhm. On nous demande, est-ce que vous avez un tarif préférentiel pour vos salariés, par exemple, sur le service de recharge? Très, très bonne question. Alors, je peux y répondre tout de suite. Effectivement, ça, c'est un des points importants. Alors, le tarif, vous convenez du tarif. Après, vous vous situez aussi par rapport au tarif, je dirais, TRVE, votre tarif personnel, et aussi peut-être le tarif que vous avez dans votre secteur, et bien sûr, votre propre tarif. En tout cas, quel que soit le tarif que vous choisissez, si vous avez plusieurs sites, plusieurs antennes, ou plusieurs agences, ou plusieurs sites, ayez le même tarif que vous appliquerez à vos collaborateurs. Alors là, je parle des collaborateurs ayant un véhicule personnel pour la partie refacturation. Si c'est ça la question, donc, ayez un tarif unique et qui soit le même sur l'ensemble des sites de votre entreprise, de votre groupe. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Loïc. Et Irina, j'ai une autre question pour toi qui est très bien. C'est dans le cas d'un parking d'entreprise. Alors, ça rejoint un peu la réglementation et les problématiques de stratégie. Dans le cas d'un parking d'entreprise où le nombre de places n'est pas déterminé, quelle serait l'approche recommandée pour calculer le nombre de bornes de recharge minimum fixées par la loi? En gros, il y a deux exemples un peu qui sont apportés. Un espace de parking existe, mais les places sont pas délimitées au sol. Alors, dans ce cas-là, comment on calcule le nombre de places par rapport à la réglementation? Et le deuxième cas de figure, c'est un parking avec des places destinées aux visiteurs et d'autres aux salariés. Donc, deux parkings séparés, identifiés, en fait, salariés-visiteurs. Et est-ce que, justement, on doit considérer les deux parkings de manière séparée ou ensemble, puisque ça va modifier, en fait, le nombre de places obligatoires? C'est une bonne question. Très bonne question. Après, effectivement, c'est difficile de répondre uniquement comme ça sur les éléments de synthèse. Quand on a ce cas de figure qui se présente, effectivement, on va regarder concrètement, alors déjà, les éléments administratifs, voilà, typiquement les questions de cadastre, comment les parkings sont rattachés au bâtiment et est-ce qu'on peut, effectivement, si ça relève bien d'un seul et même, on va dire, bien une seule et même parcelle, est-ce qu'on peut considérer que les deux surfaces de parking appartiennent et sont adossées à un seul et même bâtiment et dans ce cas-là, justifier que à l'échelle du site, le quota réglementaire est respecté. Voilà, donc ça, il faudra regarder dans le détail. Et sur la première question, effectivement, si les places ne sont pas clairement délimitées, en soi, c'est pas vraiment le marquage qui va le définir, c'est encore une fois légalement comment est décrit cette surface-là dans notamment les documents administratifs relatifs au site. Est-ce qu'il s'agit bien d'un parking et est-ce qu'il y a un nombre de places associées ou est-ce que c'est une surface autre qui n'est pas considérée comme telle? Donc, c'est souvent effectivement au cas par cas à regarder voilà, au sens vraiment des textes légaux comment les actifs doivent être évalués. Mais encore une fois, au-delà de ça, se pose surtout la question, c'est quels sont les besoins sur site. Y a-t-il des véhicules qui stationnent? Et souvent, effectivement, ce que je partage, et ça c'est vraiment mon retour d'expérience et mon avis personnel, c'est que l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans le passage à la mobilité électrique. Bien sûr, la première obligation, c'est celle qui concerne la flotte et donc potentiellement sa recharge sur site. Mais l'entreprise a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses salariés qui viendraient sur site avec des véhicules personnels. Peut-être certains parmi eux n'ont pas la possibilité à se recharger chez eux. Et donc, voilà, l'entreprise a aussi ce rôle d'encouragement et de soutien à la mobilité électrique à jouer. La même chose pour les visiteurs. Il y a effectivement beaucoup d'actions qui ont été menées, notamment par l'État, et c'est toujours en cours pour offrir le nombre le plus large possible de bornes de recharge publiques dans les centres-villes, sur autoroutes. Mais finalement, même les entreprises ont aussi un rôle à jouer en mettant à disposition de leurs visiteurs, partenaires, prestataires, dans certains cas peut-être du grand public, ce service de recharge.
Et c'est ça qui permettra effectivement de compléter le maillage. Et d'ailleurs, je me permets aussi de rebondir sur la question concernant la tarification du service de recharge à destination des collaborateurs. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des cas très différents et là, encore une fois, ça relève vraiment de la stratégie propre à chaque entreprise. On a aussi bien certaines entreprises qui décident de mettre gratuitement le service de recharge à disposition de leurs collaborateurs, d'autres qui le font payer, ne serait-ce que pour couvrir les coûts d'électricité, les coûts d'exploitation, maintenance d'infrastructures. Le tout, effectivement, c'est que ce tarif doit être juste, malgré tout attractif et le plus simple possible. Voilà, c'est que notre conseil, c'est vraiment de ne pas avoir de grille trop complexe et lisible pour les utilisateurs, mais quelque chose d'extrêmement simple et clair. Je vous propose Merci beaucoup, Irina. Je vous propose effectivement de poursuivre et puis donner quelques compléments d'information. Alors, si on peut d'ailleurs, Lucie, passer sur les slides suivants, notamment effectivement un exemple à donner en ce qui concerne, premièrement, le dimensionnement. D'accord ? Donc, quand on parle de stations de recharge, la première question effectivement à se poser, combien de bornes de recharge et plus précisément combien de points de recharge, donc le nombre de véhicules qui peuvent être rechargés simultanément doivent être installés sur site, quelle doit être leur puissance. Aujourd'hui, globalement, les bornes les moins puissantes, on démarre entre 3 et 7 kW. Voilà, globalement, c'est plutôt 7 kW, un petit peu la généralité et le standard sur les parkings d'entreprise. Les bornes les plus puissantes en courant continu peuvent monter jusqu'à 350 kW. Donc, bien évidemment, il est essentiel de choisir le service de recharge, la puissance de recharge et bien sûr le nombre de bornes adaptées. Je vais prendre quelques exemples très concrets. Vous voyez par exemple là sur le visuel, un camion, c'est une benne à ordures ménagères. Alors, on équipe effectivement quelques sites de nos clients avec les infrastructures de recharge pour ce type de camion électrique. Eh bien, on peut rencontrer différents cas d'usage. Premièrement, effectivement, les camions aujourd'hui peuvent accepter les puissances de recharge relativement élevées. Donc, on a sur certains sites, par exemple, été amené à installer les bornes de 100 voire 150 kW. C'est le cas qui est tout à fait adapté au site où le seul et même camion va parfois faire 2 tournées par jour. Lorsqu'il revient sur site, c'est surtout pour se recharger. Donc, globalement, il va disposer d'1 à 2 heures de stationnement pour ensuite repartir sur une tournée. Bien évidemment, dans ce cas-là, la priorité, c'est de permettre au camion, dans le temps dont il dispose, de recharger sa batterie pour la distance qui lui reste à parcourir. On a aussi d'autres sites sur lesquels, en amont, lorsqu'on a analysé l'utilisation, il se trouve que les communes étant plus petites, le camion ne fait qu'une seule tournée. Et lorsqu'il revient au dépôt, finalement, il va rester 8, parfois à 10 heures consécutives. Et bien, dans ce cas-là, on a été amené à mettre en place des bornes de recharge qui seraient d'ailleurs les mêmes que celles qu'on pourrait mettre pour les véhicules légers, donc plutôt 22 kW, avec un investissement bien évidemment fortement optimisé. Le matériel n'a pas le même prix, bien sûr les câbles également. Donc, et là, on voit bien que bien évidemment l'infrastructure de recharge doit être adaptée aux besoins, mais aussi effectivement l'objectif est de rationaliser l'investissement. Se pose aussi la question, effectivement, si on est plutôt sur les besoins de recharge de véhicules légers, à quels besoins doivent répondre ces bornes de recharge. Si je prends un cas très fréquent, des collaborateurs qui font les trajets domicile-travail, eh bien aujourd'hui, à l'échelle nationale, la distance moyenne dans le cadre des déplacements domicile-travail est d'une trentaine de kilomètres par jour. Bien évidemment, dans ce cas-là, il n'y a aucune nécessité à mettre en place les bornes de recharge très puissantes, d'autant plus si les collaborateurs vont rester sur place plusieurs heures consécutives, voire parfois toute la journée. D'ailleurs, ce qu'on observe le plus souvent, c'est que les personnes ne se rechargent même pas tous les jours. Et donc, voilà, là, on va surtout travailler sur le bon dimensionnement de analyser d'abord l'usage, le besoin pour définir le nombre et la puissance de bornes de recharge. Est-ce que ces bornes doivent être partagées entre plusieurs utilisateurs? Quel est le temps de stationnement, la puissance et bien sûr l'adéquation avec le véhicule ou les véhicules qui sont présents dans la flotte.
Sur le deuxième cas illustratif, et c'est plutôt encore une fois les points de vigilance à avoir dans le choix de son matériel, c'est privilégier les bornes qui sont premièrement ouvertes, interopérables. Alors ça veut dire quoi? C'est une borne qui, et d'ailleurs ça c'est un point important à préciser, les bornes aujourd'hui qui sont majoritairement déployées voilà, en France et en Europe, c'est un matériel connecté, communicant. Donc, le fait d'avoir une borne qui fonctionne selon un protocole ouvert, interopérable, permet à l'entreprise qui installe ces bornes d'être libre dans le temps de choix de l'opérateur prestataire qui va exploiter pour son compte ces bornes. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça voudrait dire que l'entreprise qui vous installe son matériel est la seule à pouvoir l'exploiter. Et si le jour, pour quelle que soit la raison, vous souhaitez changer de prestataire, eh bien, vous ne pouvez le faire que si vous remplacez le matériel déjà en place. Donc, ça serait bien évidemment dommage et l'investissement serait en partie perdu. Il est également important dans cette évolutivité, bien sûr, aujourd'hui, on est sur un marché très dynamique, qui bouge. Il y a des nouveautés techniques, technologiques qui arrivent sur le marché. Ce serait dommage, dans 2 ou 3 ans, se dire que la borne qu'on a achetée, installée, est devenue obsolète. Donc, en particulier, aujourd'hui, on parle de plus en plus des normes, notamment ISO 1518. C'est des normes qui permettront, finalement, à très court terme, de permettre le fonctionnement de cette borne selon le fonctionnement plug and charge. Aujourd'hui, notamment sur toutes les bornes qui disposent de gestion d'accès, donc c'est le cas, par exemple, de toutes les bornes publiques. C'est le cas aussi des bornes installées sur les parkings d'entreprise, mais qui nécessitent la gestion des accès principalement par badge, pour différencier, par exemple, un utilisateur flotte d'un visiteur, ou définir le tarif qui doit être appliqué pour un salarié ou un prestataire externe. Eh bien, aujourd'hui, c'est le badge identifiant unique qui permet de faire cette identification-là. Demain, et là, on parle vraiment en quelques mois, quelques très petites années, cette communication se fera directement entre la borne et le véhicule. Donc, on est, voilà, le travail d'harmonisation, standardisation de tous les protocoles de communication entre les véhicules, et ce, quelle que soit leur marque, et entre les bornes, et de la même manière, quelle que soit leur marque, de permettre ce fonctionnement plug and charge pour que le véhicule soit reconnu par la borne et soit aussitôt authentifié comme soit collaborateur avec un véhicule personnel, soit un véhicule de flotte. Et bien évidemment, voilà, l'ensemble de ces paramètres permet d'avoir un matériel qui est évolutif. Bien évidemment, les bornes qui doivent aussi fonctionner selon les protocoles ouverts, comme je le disais tout à l'heure, et permettre l'évolutivité dans le temps, notamment sur cette norme plug and charge. Irina, je te coupe. On a une question qui va recouper aussi plus tard les différents éléments qu'on va apporter, mais je pense que c'est intéressant d'en parler maintenant. On nous demande, compte tenu de l'investissement en fait et du temps d'amortissement que ça représente, est-ce que on conseille de prévoir dès aujourd'hui des bornes V2G? Alors, une très bonne question, et je vois qu'on a des personnes bien informées et aguerries autour de cette conférence, donc ça fait plaisir. Alors, premièrement, peut-être pour tout le monde, quand on parle de V2G, de quoi s'agit-il? V2G, on est sur des protocoles de communication véhicule to grid, à savoir qu'une borne de recharge peut permettre une charge bidirectionnelle, donc dans les deux sens. Aujourd'hui, on utilise la borne de recharge pour recharger la batterie du véhicule. Eh bien, une borne V2G permettrait, dans les cas qu'il le nécessite, prélever une certaine quantité d'énergie dans la batterie du véhicule pour l'injecter, par exemple, sur le bâtiment, lors des pics de consommation, voire sur le réseau. Donc, c'est ça la technologie V2G. Effectivement, c'est une évolution majeure qu'on va connaître effectivement sur le marché de mobilité électrique. Bien sûr, c'est important, voilà, de prévoir le matériel qui permet cette fonctionnalité-là. Pour autant, la première question à se poser, effectivement, dans quel cas ce sera nécessaire? Des études d'ailleurs ont été menées, notamment par Enedis, pour analyser les besoins de fonctionnement V2G à long terme. Effectivement, c'est le cas de certains sites et de certaines activités. Donc, c'est ça qui permettra notamment d'identifier
les configurations selon lesquelles la charge bidirectionnelle peut être nécessaire, et notamment, voilà, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, combler un pic de consommation sur un site industriel, assurer une stabilité de fonctionnement de réseau électrique, là encore une fois, sur les sites aux activités sensibles, optimiser peut-être la part d'autoconsommation en lien avec les énergies renouvelables. Donc, si on est effectivement dans cette démarche sur un site qui souhaite à moyen long terme, et d'ailleurs, on va revenir là-dessus sur ces questions énergétiques tout à l'heure, mais un site effectivement qui souhaite pouvoir produire sa propre énergie, la consommer au maximum, eh bien, effectivement, ce fonctionnement et ces bornes peuvent être tout à fait utiles. Et d'ailleurs, de la même manière, on vous présentera tout à l'heure quelques éléments complémentaires dans les slides qui suivent. Alors, je mentionnais tout à l'heure le fait que les bornes de recharge qui sont installées sont les bornes connectées et communicantes. Aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt un consensus au niveau de la filière, que c'est un enjeu majeur que de pouvoir disposer de ce type d'équipement. Pourquoi? Alors, les bornes effectivement connectées offrent de très nombreuses fonctionnalités. J'en mentionnais quelques-unes tout à l'heure, telles que par exemple la gestion des accès, voilà, le fait de différencier les utilisateurs, le fait de pouvoir, comme c'est le cas par exemple sur les sites Eureden, de faire facturer la recharge aux utilisateurs, de gérer les badges. Donc, un collaborateur qui quitte la société, eh bien, on peut gérer complètement effectivement ses accès au service de la recharge. Ces bornes permettent aussi, bien sûr, aux gestionnaires de flotte d'avoir une meilleure maîtrise de leur parc, pouvoir accéder aux données, connaître les statistiques, aussi bien de déplacement et d'utilisation de la recharge, mais bien évidemment aussi aux gestionnaires techniques, avoir toutes les informations sur le fonctionnement du parc, les durées des sessions de recharge, la quantité d'énergie consommée, le taux de disponibilité de recharge, anticiper aussi à moyen long terme les extensions et l'évolution des stations de recharge à prévoir, notamment si on constate que certaines bornes commencent à être saturées, donc de plus en plus fréquentées. Bien évidemment, le fait de disposer de bornes connectées permet aussi d'apporter un meilleur service aux utilisateurs, puisque la grande majorité des dysfonctionnements ou difficultés qui peuvent être rencontrés devant la borne peuvent être résolus à distance. On peut tout à fait imaginer le cas d'un utilisateur qui, devant la borne, soit ne saurait pas comment l'utiliser, soit, par exemple, son câble se trouverait bloqué. Eh bien, les équipes de la hotline peuvent à distance prendre la main sur la borne, débloquer le câble, redémarrer la borne ou en tout cas apporter assistance à l'utilisateur. Donc, bien évidemment, ces fonctionnalités sont essentielles. Là où ça devient également intéressant, c'est notamment dans le cas de suivi des consommations d'électricité et notamment en lien avec le décret tertiaire. Donc, pour ceux parmi vous qui connaissent le sujet et qui en sont directement concernés, le décret tertiaire aujourd'hui impose les économies des consommations d'énergie sur les sites, donc par rapport à une année de référence, et donc avec les actions qui permettent dans le temps à réduire les consommations. Bien évidemment, si on ajoute les voitures électriques et avec les nouveaux besoins de consommation énergétique que ça représente, ça va à l'encontre. Eh bien, dans la mesure où les bornes de recharge permettent de compter, de suivre et isoler cette part d'électricité consommée pour la recharge des véhicules électriques, eh bien, ça permet effectivement d'un côté de bien confirmer l'atteinte des objectifs fixés par le décret tertiaire et à côté de ça, piloter sa flotte. Et le dernier exemple d'ailleurs de l'intérêt d'avoir les bornes connectées et communicantes, c'est le cas notamment de bornes de recharge qui pourraient être installées au domicile des collaborateurs, mais pour le compte de leur employeur. La question qui nous est très souvent posée, c'est si je recharge mon véhicule professionnel à mon domicile et que je paye pour les kilowattheures consommés à mon domicile, comment mon employeur peut m'indemniser? Eh bien, ce qui peut par exemple être mis en place grâce à ces bornes connectées et communicantes, c'est justement le recensement et le calcul très précis des kilowattheures qui sont consommés pour la recharge du véhicule professionnel pour automatiser le remboursement du collaborateur pour ces coûts qu'il aura assumés. D'ailleurs, ça répond, je pense, un peu à une question qui a été posée dans le chat
sur laquelle je voulais revenir à la fin, de Monsieur Louchard, je pense, qui disait que au final, son conseil départemental a fait le choix de reprendre, on va dire, des véhicules thermiques parce qu'ils ne savaient pas comment facturer le courant utilisé lors de la recharge à domicile et que c'était devenu trop compliqué ou trop complexe à gérer. Et du coup, ils ont fait le choix de revenir sur du thermique. Donc, ça, c'était intéressant. Ouais. C'est alors ça, une décision difficile, je pense. Complètement. Et c'est vrai qu'alors nous, certains clients qu'on accompagne, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, effectivement, de savoir comment être juste. Voilà, effectivement, ne pas faire porter aux collaborateurs les coûts qui relèvent plutôt de l'employeur, mais aussi être juste dans les remboursements qui pourraient être mis en place. Et donc là, on est vraiment au centime près. D'ailleurs, les collaborateurs peuvent, sur la seule et même borne, recharger un véhicule personnel et professionnel, et c'est l'intelligence de la borne, toute la programmation derrière qui fait justement la différence entre est-ce que la recharge est professionnelle ou personnelle, et bien dans ce cas l'indemnisation est mise en place. Et ça fait d'ailleurs aussi référence à un autre enjeu qui est très souvent soulevé dans le cadre de ces projets, c'est les enjeux URSSAF. Parce que le service de recharge de véhicules électriques et le fait de mettre à disposition la recharge, d'ailleurs qu'il s'agisse de la recharge au bureau ou à domicile, relève aujourd'hui de l'avantage en nature. Oui, c'est ce que disait Madame Blanchardon d'ailleurs dans le chat. Exactement. Parfait, effectivement. Voilà. Donc ça met vraiment le doigt sur les vraies questions. Et donc, à aujourd'hui, cet avantage en nature est bien reconnu comme tel, mais avec une valeur fiscale à 0. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à moyen terme, on peut naturellement s'attendre à des évolutions où la valeur ne sera plus à 0, et donc il sera essentiel et indispensable pour les employeurs de pouvoir mesurer, déclarer ces avantages en nature. Et donc, si effectivement vous avez mis en place des équipements, le matériel qui vous permet, à un instant donné, d'accéder à cette information, d'extraire les statistiques, de prouver et de, encore une fois, voilà, de mesurer la valeur associée ou les consommations associées, ce sera finalement tout à fait possible. Oui, donc en fait, en vrai, ça peut être ce problème-là peut être réglé par un choix de matériel communicant qui permet d'avoir un détail assez fin finalement de l'ensemble des consommations et de la recharge. Après, ce qui est important tout à l'heure, effectivement, et là je reviens aussi un petit rappel sur cette question de communication, effectivement, il est important que la communication des bornes se fasse selon les protocoles ouverts. Aujourd'hui, effectivement, les protocoles qui sont largement sont devenus vraiment le standard à l'échelle européenne, c'est les protocoles OCPP, donc 1.6, et on est en train d'évoluer vers 2.0. Ça, c'est très important. Voilà, il faut que la borne communique directement avec des plateformes de supervision qui opèrent ce matériel à distance, qui permet d'ailleurs d'intégrer différents types de bornes, différents fabricants sans contrainte et encore une fois, gardant toute la liberté dans le temps. D'ailleurs, je rebondis sur une autre question qui est pas inintéressante aussi par rapport à cette idée de communication. On a quelqu'un qui nous demande en fait s'il est possible d'imaginer qu'on peut utiliser le badge du personnel en fait pour entrer dans les locaux par exemple ou dans les bureaux. Ce badge puisse être aussi utilisé pour déverrouiller les bornes de recharge, ou est-ce qu'il faut forcément des badges spécifiques liés au fonctionnement de la borne? Alors, ce qui est important surtout, effectivement, la borne, étant que le fonctionnement n'est pas en plug and charge, mais plutôt avec identification par badge. En fait, le badge, c'est plutôt un support physique. Ce qui est surtout important, c'est un identifiant unique. Donc, effectivement, par exemple, certains de nos clients, et en particulier les clients grands comptes qui sont installés sur des sites où badge est déjà utilisé pour toute une série d'applications, accès aux locaux, accès à la cantine, etc. Effectivement, la question est régulièrement posée. Donc oui, c'est possible. Je ne pense pas que tous les acteurs du marché le proposent, mais en tout cas, c'est le cas chez Mobilize. Le tout est de vérifier que la technologie du badge en question, qui est une technologie, donc les badges RFID, est bien compatible et surtout qu'il y a bien un identifiant unique. Et donc ensuite, ça permet tout simplement, encore une fois, via les paramétrages sur notre plateforme de supervision, de bien associer le badge d'un tel utilisateur comme étant un badge autorisé au service de recharge. Sachant ensuite que
très concrètement devant les bornes, l'utilisateur aura la possibilité soit effectivement de présenter son badge, voire d'activer, lancer le service de recharge tout simplement via l'application. Donc voilà, ça c'est aussi les services qui peuvent être proposés, sachant que bien évidemment, et ça c'est une attention particulière qu'on porte à ça, c'est toujours se poser la question vraiment de l'expérience utilisateur. Comment l'usager devant sa borne va vivre cette expérience, voilà, de recharge. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Il ne faut pas effectivement qu'il cherche quel badge utiliser ou qu'il en ait plusieurs. D'ailleurs, donc cette question de badge, on pourrait aussi imaginer que ce même badge, premièrement, peut être utilisé sur plusieurs sites d'une même entreprise. Tout comme il pourra être utilisé pour la recharge chez lui à domicile, voire sur les bornes publiques. Ça, Loïc, il y a certainement eu le problème. J'imagine que ça fait partie des grands sujets. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a fait le choix du badge aujourd'hui pour pouvoir effectivement identifier les collaborateurs. Alors, on n'a pas utilisé le badge interne. La question ne s'est pas posée comme ça. C'est plutôt posé entre l'utilisation sur les bornes sur site, les bornes référencées par Mobilize sur le secteur public. Et bien sûr, à domicile, pour l'instant, en expérimentation ou en cours de. Top. Merci. Et d'ailleurs, pour terminer effectivement sur voilà, ces quelques explications sur la partie matérielle, il est bien sûr important quand on choisit concrètement la marque de la borne à installer, de se poser les bonnes questions sur la fiabilité de ce matériel. Bien évidemment, privilégier le matériel fabriqué voilà, par les grands industriels renommés, j'allais dire, mais en tout cas, voilà, qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché. Matériel, bien sûr, qui soit certifié, labellisé. Donc, il y a effectivement plusieurs normes et protocoles qui ont été mis en place, tels que, par exemple, la certification Z2Ready, IV-Ready, voilà, c'est des protocole plutôt le niveau de référentiel qui aujourd'hui exige un certain nombre de fonctionnalités, de tests et puis surtout de fiabilité de matériel pour assurer le bon fonctionnement, la compatibilité avec parc assez large de véhicules. Et bien sûr, c'est les bornes qui passent aussi des contrôles et des tests poussés. Effectivement, alors nous, au fil des années, bien évidemment, on a pu tester aussi une très large diversité de fabricants. Toutes les bornes passent systématiquement des tests préalables chez nous par nos services ingénierie. On travaille aussi dans la durée avec plusieurs fabricants pour les aider aussi à faire évoluer et progresser sur voilà, le matériel qui est mis sur le marché. Donc, c'est vraiment important. Et puis, c'est vrai que voilà, derrière, il y a aussi toutes les questions des garanties qui peuvent être appliquées, la question de SAV et notamment la disponibilité des pièces de rechange dans la durée est également extrêmement importante. D'ailleurs, Loïc, est-ce que par rapport à ça, vous avez peut-être aussi un témoignage à apporter sur voilà, qu'est-ce qui était pour vous important dans le choix de matériel ? Alors ça, c'est un sujet assez important, effectivement, dans mes travaux préalables. Effectivement, c'était, bien sûr, au-delà des benchmarks, s'assurer, ce que vous avez dit, d'être, en tout cas, d'avoir un partenaire qui puisse être en relation avec des fabricants de renommée, on va dire, nationale, pour ne pas dire mondiale. Et ça, c'est important. Et il y a des marques qui sont assez représentative dans le monde des IRVE et vous y répondez. Donc, c'est aussi un des critères de choix de Mobilize. Ça, c'est super important par rapport, évidemment, à tout l'environnement d'interconnectivité, puis aussi de protocoles. Vous parliez du protocole CPP. Bien sûr, il ne faut pas être enfermé avec un installateur qui vous obligerait à tout redémonter si jamais... et c'est arrivé pour avoir benchmarké avec des confrères, où effectivement les sujets ont été mal embarqués et ont dû effectivement arrêter. Alors, il n'y a rien de pire que ça. Voilà. Donc, c'est vrai que le choix du matériel est assez important dans le choix d'un partenaire IRVE. Ouais, et effectivement, ces différents choix permettent effectivement de faire l'investissement, on va dire, raisonné, long terme, parce que effectivement, une borne qui est fiable
déjà, effectivement, il n'y a pas de panne, donc il n'y a pas de dépenses pour les réparations quelconques. C'est une borne qui est durable. Aujourd'hui, effectivement, quand on intervient chez certains de nos clients, on peut trouver du matériel qui dure une dizaine d'années. Et là encore, on est sur les toutes premières générations de bornes. On peut estimer que celles qui sont installées maintenant et sur lesquelles aujourd'hui on a beaucoup plus de retours d'expérience nous permettront vraiment de prolonger dans la durée ce fonctionnement. Et d'ailleurs, pour faire le lien effectivement avec le sujet suivant, très souvent, alors ce qu'on observe en tout cas en échangeant avec les différentes entreprises, il y a une attention qui est portée justement sur ces phases de travaux, de choix de matériel, et puis une fois qu'on a installé les bornes, on se dit, bon, ça y est, c'est fait, on peut passer à autre chose. En fait, le sujet qui est sous-estimé, c'est toute la partie exploitation et service. Et d'ailleurs, Lucie, effectivement, on peut, s'il te plaît, passer sur le slide suivant. Comment assurer la durée de vie des infrastructures? C'est surtout en préparant et en assurant vraiment le service de recharge. Ce que je dis souvent, effectivement, c'est qu'une borne de recharge, il ne faut pas la voir comme matériel. On est vraiment en train d'installer et d'exploiter un service de recharge. Service de recharge, c'est quoi? C'est premièrement, pour pérenniser la vie des bornes de recharge, c'est assurer les interventions de maintenance, et notamment la maintenance préventive à minima annuelle est préconisée par tous les fabricants de bornes. Bien évidemment, voilà, le correctif si certaines pannes étaient d'aventure rencontrées. C'est toute la partie gestion aussi dans le temps. Donc, comment effectivement suivre les indicateurs d'exploitation du service, comment analyser et exploiter toutes les données issues de la fréquentation des bornes, la gestion des accès, comment piloter aussi l'évolutivité du parc de véhicules au nombre et la puissance des bornes disponibles. Voilà, donc on n'est pas sur quelque chose de statique, on est vraiment sur l'analyse en continu et le fait de s'assurer qu'à un instant donné, en 2024, 2025, 2030, le service de recharge est adapté au nombre de véhicules, à l'utilisation qui en est faite et aux usages et aux déplacements qui en découlent. Tout le volet exploitation aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, mais effectivement, les bornes peuvent être dédiées soit à l'usage vraiment de la flotte, soit ouvertes à des tiers, collaborateurs, grand public. Effectivement, les bornes peuvent aussi être installées parfois sur des sites accessibles à tous. Donc, comment on définit les règles et les conditions d'accès à ces bornes, quels tarifs on définit. Effectivement, c'est posé tout à l'heure la question sur le prix facturé aux collaborateurs, mais on pourrait aussi se dire, d'ailleurs c'est le cas de certains parkings sur lesquels on a pu intervenir, un parking sur un bâtiment multi-occupant, un seul locataire décide d'installer les bornes, c'est un investissement bien évidemment important, eh bien, il peut aussi décider que ses propres collaborateurs, sa flotte se recharge bien sûr gratuitement, ou en tout cas les collaborateurs au tarif qui aura été défini, mais il peut aussi ouvrir à des tiers, à d'autres locataires, aux visiteurs, au grand public, à un tarif plus élevé. Et donc, à un moment, ce service de recharge peut aussi être une vraie source de revenus. Et bien évidemment, tout au long de l'exploitation de ce service de recharge, c'est l'expérience utilisateur qui doit vraiment être au cœur de l'ensemble de l'offre et du service. Comment l'utilisateur accède au service? Est-ce qu'il a un badge? Est-ce qu'il a effectivement, est-ce que l'accepter se fait en itinérance, donc avec un badge d'un autre opérateur, c'est possible. Est-ce qu'il y a une hotline mise à disposition en cas de besoin? Est-ce qu'il y a des supports? Comment est-ce qu'on peut dépanner à distance ou sur site l'utilisateur? Comment est-ce qu'il peut accéder lui-même au suivi des statistiques de ses recharges? Voilà, beaucoup de questions, mais qui sont extrêmement utiles et nécessaires pour réussir cette expérience utilisateur. Et donc, ce qui est très important, bien évidemment, c'est de ne pas délaisser ces infrastructures de recharge, c'est vraiment les appréhender comme étant
un investissement dont il faut s'occuper et avec surtout des utilisateurs qui sont au cœur de cette stratégie. Donc, il est important, effectivement, dans ce cadre-là, aussi de faire confiance et de faire intervenir des prestataires, premièrement, bien sûr, qui sont qualifiés, certifiés pour assurer les prestations de maintenance sur les bornes de recharge et puis voilà, piloter efficacement dans le temps. D'ailleurs, Loïc, peut-être j'aimerais bien que vous puissiez aussi nous partager votre voilà, retour d'expérience. Comment vous avez géré ces phases à la fois de travaux et puis ensuite maintenance sur vos infrastructures de recharge? Alors, avant d'arriver effectivement sur la maintenance, c'est vrai que dès le départ, hein, quand on fait l'étude de marché, il y a un nombre impressionnant d'acteurs, hein, très clairement. Alors, les choses évolueront certainement, hein, que ce soit des acteurs provenant du secteur des pétroliers, gaziers, électriciens, on les connaît, que ce soit des infrastructures routières ou issus du secteur constructeur automobile. Et là, je ne vous cite pas. Mais en tout cas, à travers la consultation et l'appel d'offres, moi j'ai pu comparer effectivement les niveaux de prix, de service, hein, que ce soit sur la VRD, que ce soit sur les bornes. Très important, on en parlait tout à l'heure, le choix des fabricants, les partenaires que vous avez référencés, ça c'est important. Bien sûr, le service et la maintenance. La maintenance est très important je dirais, dans la durée de vie des infrastructures. Mais moi, pourquoi j'ai fait le choix de Mobilize? En fait, tout ça, je dirais que tout le monde y répond peu ou prou. Et c'est surtout que lorsque j'ai fait le choix de ma shortlist, en fait, j'ai ouvert deux sites, on va dire, pilotes, hein, de pouvoir effectivement mettre en situation réelle les acteurs. Donc, c'était pour évaluer, parce que c'est une question d'évaluation, la réactivité, la situation en visite de site, le conseil et l'expertise. C'est les rapports d'audit qui ont été rendus très rapidement pour Mobilize, en tout cas. Pour certains, j'attends toujours le rapport. Je le dis, hein, de manière cash, mais c'est la vérité. La transparence dans les infos, c'est aussi la taille et la relation humaine aussi de l'entité Mobilize. Donc tout ça, en fait, on conduit à ce choix. Et puis aujourd'hui, ce choix, il s'est imposé. Puis il est encore plus évident aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec tous les avant-projets qu'on conduit, et donc on est en relation avec l'ensemble de l'entreprise, que ce soit avec vous, Irina, et vos collègues, ou que ce soit aussi pour Stéphane au niveau du grand compte, ou Tony sur la partie régionale. Voilà, on a un accès rapide et le niveau de compétence, il est vraiment là. Donc vraiment, c'est cette situation réelle qui m'a permis de faire le choix de Mobilize. Bon, je vous remercie effectivement Loïc pour ce témoignage. Et effectivement, ce qui est important pour nous, c'est vraiment accompagner nos clients, et je pense effectivement le cas de Reden le démontre très bien, dans la manière de faire vraiment les bons choix adaptés au rythme selon lesquels ce passage à l'électrique peut être mis en place et selon les réponses techniques, aussi bien dans le choix du matériel, dans la manière d'optimiser l'architecture électrique de chaque station de recharge et ensuite les services qui peuvent être mis en place. Et d'ailleurs, si on se projette à moyen-long terme, effectivement, le sujet par lequel on souhaitait conclure cette conférence, c'est les sujets d'enjeux énergétiques. Et Sophia, je te laisse nous partager quelques éléments là-dessus. Donc effectivement, hein, donc, comme Irina a pu le dire juste avant, donc les véhicules électriques et les bornes de recharge vont avoir donc un rôle clé à jouer dans l'optimisation des différents systèmes énergétiques. Donc nous, en fait, selon notre expérience, ce qu'on a pu voir, c'est que ces dernières années, de plus en plus d'acteurs souhaitent recourir aux énergies renouvelables pour justement s'approvisionner en énergie. Sauf que voilà, il y a un problème avec les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont souvent fluctuantes. Donc là, le véhicule électrique va pouvoir jouer son rôle clé en justement répondant aux besoins énergétiques lors des pics de consommation. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc le véhicule électrique, il faut le voir comme une grosse batterie. Donc il va pouvoir stocker de l'énergie donc excédentaire qui est produite à un instant T par les énergies renouvelables. Et lors des pics de consommation, cette énergie excédentaire pourra donc être réinjectée sur le réseau. Donc, et pour faire le lien entre le réseau
et le véhicule électrique. Donc, c'est la borne de recharge, hein, bien sûr, qui fera ce lien. Et donc, c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid ou V2G, voilà, pour ceux qui sont plus experts du sujet. Donc, ce sont voilà, les premiers éléments qu'Irina, tout à l'heure, a pu justement aborder en répondant à l'une de vos questions. Donc, le véhicule to grid va avoir plusieurs avantages à différentes échelles. Donc, déjà, à l'échelle nationale, ça va pouvoir normalement faciliter le développement des énergies renouvelables et améliorer la gestion de l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique. Ensuite, à l'échelle d'un site, donc ça permettra aux différents acteurs de mieux piloter la production des énergies renouvelables et d'être indépendants énergétiquement et de ne plus, ou en tout cas moins, recourir aux énergies fossiles. Donc, si on prend le cas d'un site donné, donc si vous êtes donc un acteur qui souhaite recourir aux énergies renouvelables, vous pouvez par exemple installer des ombrières photovoltaïques. Donc, ça peut être par exemple sur le toit de vos parkings. Alors, l'avantage d'utiliser ces énergies renouvelables produites localement, c'est que vous aurez donc une réduction, hein, bien sûr, de vos coûts, donc que ce soit donc, pour votre entreprise ou pour votre collectivité. Donc, est-ce que Loïc, pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre retour d'expérience sur ce sujet-là? Alors ça, c'est un sujet qui est traité par mon homologue au niveau du pôle énergie. Hein. Effectivement, on est en train de regarder et de traiter ce sujet des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est un sujet en cours aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment de retour d'expérience, mais c'est quelque chose qu'on va intégrer effectivement en lien avec nos IRVE et en lien avec la consommation des véhicules électriques. Donc, je ne peux pas vous en dire malheureusement aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, ok. Bon, bah, c'est noté, merci. Donc, par rapport à tous les éléments là qu'on a pu aborder aujourd'hui, donc que ce soit l'électrification de la flotte de véhicules, l'installation de bornes de recharge ou l'installation donc d'ombrières ou de panneaux solaires. Donc souvent, voilà, j'allais dire ce qu'on nous dit, c'est que ça peut paraître complexe, que ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'investissements financiers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur du moyen terme, vous aurez rapidement des gains économiques. Et en plus, vous serez probablement voilà, très content de pouvoir contribuer à la décarbonation de votre territoire ou de votre entreprise. Donc, il y a 5 points clés sur lesquels je souhaitais revenir. Donc, ils sont vraiment indispensables pour réussir votre transformation. Donc, premièrement, il faut bien prendre le temps de définir votre stratégie. C'est-à-dire, pour quelles raisons vous mettez en place cette stratégie, quels sont vos objectifs que vous souhaitez atteindre et selon quel horizon de temps. Ensuite, pour chaque solution que vous envisagez, bien peser le plus et le moins de chaque solution sur un certain nombre de critères pour être sûr d'avoir pris la meilleure décision, puisque voilà, souvent, ça a un impact sur des horizons moyen, long terme. Ensuite, troisième point, donc bien anticiper vos démarches administratives, donc qui peuvent prendre du temps. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, dans le cas du raccordement donc de vos bornes au réseau électrique, donc les démarches Enedis, il faut bien les anticiper. Sinon, j'allais dire, vous avez peut-être des ambitions sur vos projets et ça peut ralentir les trajectoires que vous êtes données. Ensuite, sur les coûts des travaux, donc il faut, si possible, les mutualiser. Donc, par exemple, si en année 1, vous souhaitez installer des bornes de recharge et en année 3, des ombrières photovoltaïques, il est préférable, dès l'année 1, de réaliser des travaux de génie civil qui vont être communs aux deux types d'installations futures, c'est-à-dire à la fois pour les bornes et pour les ombrières, pour ne pas avoir à refaire 2 ans plus tard des travaux similaires sur le génie civil et ce qui risque en fait d'augmenter fortement ensuite vos coûts d'investissement. Et enfin, dernier aspect, donc c'est la conduite du changement. Donc, il est indispensable de réaliser une conduite du changement pour faciliter l'adhésion de vos collaborateurs donc à tous ces nouveaux modèles à mettre en place. Donc, cette conduite du changement peut prendre diverses formes. Donc, ça peut être des actions de communication, ça peut être des ateliers, par exemple, de sensibilisation à la mobilité électrique, aux énergies renouvelables. Mais voilà, surtout, bien prendre en compte cette conduite du changement. Est-ce que, Loïc, sur ce sujet-là, vous souhaiteriez aussi nous faire part de votre retour d'expérience?
Alors, en fait, sur le sujet IRVE, plus que je pilote actuellement, effectivement, il est important de conduire ce projet-là en mode projet, hein, étant moi-même le chef de projet, et d'identifier donc différents lots, hein, pour ne pas être seul dans ce sujet-là, parce que on peut vite se retrouver seul et puis même presque isolé. Donc, c'est vraiment de partager. Et surtout, c'est communiquer vraiment l'ensemble du projet, hein, bien sûr, auprès de sa direction générale pour les embarquer, auprès du groupe projet lui-même, bien sûr, ça commence par là. Ne pas hésiter aussi à rencontrer les élus de l'entreprise, hein, notamment on a communiqué auprès du CSE, et puis bien sûr à l'ensemble des collaborateurs. Et pour ce sujet-là, j'ai pu embarquer effectivement notre responsable RSE, mais ça intègre effectivement le sujet de l'électrification dans le cadre d'une mobilité plus générale de la coopérative, et de pouvoir justement nous accompagner à communiquer auprès des collaborateurs et de les embarquer. Donc oui, ça c'est important, il faut bien l'intégrer de façon à embarquer tout le monde, hein, parce que ce n'est pas l'affaire que d'une personne, c'est vraiment l'affaire de tous. Collaborateurs ayant un véhicule effectivement de fonction de service, mais aussi un collaborateur ayant un véhicule personnel électrique. Et ça, c'est très important. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Merci Loïc. Parfait. Eh bien, pour terminer, et je pense surtout pour résumer les différents points que nous avons pu aborder lors de cette conférence, notre vision effectivement de la manière dont la décarbonation de la flotte peut être réussie, c'est premièrement aborder cette question de décarbonation en partant d'abord de l'usage, de l'usager qui doit être placé au cœur de la stratégie. Ensuite, cette stratégie au sens large doit être pensée à moyen et long terme, de manière à ne pas avoir à revenir sur des parkings avec des travaux lourds, notamment de génie civil, tous les 2-3 ans. Donc, effectivement, ce qu'on préconise le plus souvent, c'est de se projeter sur les évolutions futures pour anticiper dans le dimensionnement purement électrique de la station implantée, même si au démarrage, peut-être qu'on n'installe qu'une ou deux bornes de recharge, hein, ça peut aussi être le cas, mais qui permettrait à terme de compléter. Et puis surtout, voilà, comme on en a discuté tout à l'heure, de bien avoir une vision globale, y compris en lien avec les enjeux énergétiques, y compris avec d'autres points à prendre en compte, tels que peut-être dans le cadre de la loi de l'accélération des ENR, est-ce que le parking est soumis aux obligations d'installation d'ombrières photovoltaïques, et dans tous les cas, quel est l'enjeu en moyen long terme à se projeter sur vraiment une décarbonation complète et une consommation la plus globale possible, avec peut-être les technologies véhicules to grid, avec peut-être même l'apport de solutions de stockage complémentaires. Comment je peux optimiser à l'échelle d'un bâtiment, d'un site et de l'ensemble de mes actifs à l'échelle peut-être nationale cette transition énergétique. Et enfin, le dernier point, c'est bien évidemment faire les bons choix techniques, technologiques, services pour une évolutivité dans le temps. D'ailleurs, peut-être pour conclure, il y a une question que j'ai remarquée tout à l'heure dans le chat et sur laquelle on n'est pas revenu, c'est en ce qui concerne notamment les travaux et la manière de pouvoir anticiper et optimiser le projet d'installation de bornes de recharge, comment évaluer la faisabilité d'un projet, comment optimiser, rationaliser effectivement ces travaux d'installation de bornes de recharge. Effectivement, cette question-là reflète l'ensemble des points qu'on a abordés, car bien évidemment, lorsqu'on a défini ce qu'on veut faire, on a priorisé les sites. La question essentielle ensuite, c'est d'optimiser les budgets. Et bien, cette faisabilité, ça va dépendre de quoi? C'est bien sûr l'analyse du parking pour identifier les emplacements concrètement sur lesquels les bornes de recharge seraient pertinentes. Le lieu de raccordement, est-ce que cette station de recharge sera raccordée directement sur le bâtiment et sur l'installation électrique existante? Et est-ce que c'est possible, compte tenu de la puissance qui sera nécessaire? Et donc, c'est là, cette vision moyen-long terme est extrêmement importante. L'analyse du bilan de consommation et donc les pics de consommation sur le site est nécessaire. Dans d'autres cas, on va peut-être privilégier la création d'un nouveau point de livraison dédié à cette station de recharge. Et ensuite, compte tenu de la puissance
de la borne et de leur quantité qu'on va définir l'architecture électrique. Bien évidemment, ce qui sera impactant pour les travaux d'installation de bornes de recharge, c'est l'architecture électrique dans son ensemble. C'est pas seulement le matériel, mais c'est bien évidemment les travaux. Ça peut paraître logique, mais c'est pas toujours le cas. Les distances qui vont séparer la station de charge du point de raccordement sont déterminantes sur le budget final de l'opération. Si effectivement l'architecture électrique est optimisée, ces distances sont réduites, bien évidemment les sections de câbles, les tailles de fourreaux sont optimisées. On peut dans certains cas être sur les configurations des parkings, on sera obligé de parcourir plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres, et bien naturellement l'enveloppe globale de la station de recharge sera plus élevée. Et donc, notre rôle sera, au cas par cas, parking par parking, d'analyser, de trouver la meilleure architecture, la meilleure solution. On est aussi en capacité, d'ailleurs, dans les phases très amont, de faire une analyse avec nos outils pour dégrossir le projet, voilà, et puis envisager 2-3 configurations et arriver sur une solution optimale. Ça peut aussi aller sur les sites, notamment, on va, comme par exemple c'est le cas chez Eureden, à intervenir sur plusieurs sites différents, définir en amont une sorte de standard pour ensuite voir comment, site par site, ce standard peut se déployer et comment il peut être optimisé. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire très rapide, parce qu'il nous reste 3 minutes et que Suzy, elle va nous tirer les oreilles, mais du coup, sur les modèles économiques, c'est-à-dire comment on peut aider à financer ce genre de travaux qui sont quand même assez importants, et si tu as une notion, ou Loïc d'ailleurs, hein, de montant sur un site type avec X bornes ou quelque chose comme ça, en tout cas pour aider un peu nos auditeurs sur ce sujet. Alors, je ne donnerai pas de montant parce que c'est comme si on nous demandait le prix d'une voiture. Voilà, on sait que voilà, les voitures, il y en a de différents types, différents standards et que c'est pas le même prix. Donc, effectivement, chaque site aura sa station, sa configuration. En revanche, peut-être effectivement un sujet important, c'est comment alléger les investissements de nos clients. Et bien, dans ce cas-là, c'est soit on a effectivement les projets, les travaux qui sont financés en full CAPEX, donc portés sur les budgets d'investissement de clients, soit aussi il y a des solutions de financement. On peut tout à fait mettre en place, par exemple, une location financière où finalement on facture un loyer voilà, sur une durée définie par le client sur un format assez souple. Ça peut être aussi une approche complète de tiers investissement où en fait le client paye plutôt au kilowattheure en fonction de ses besoins et de sa consommation. Mais l'idée derrière, effectivement, c'est au cas par cas, site par site, d'optimiser l'investissement et les budgets associés. Loïc, un dernier mot sur ce sujet? Oui, pour compléter ce que tu as très bien dit, Irina, c'est qu'effectivement, la distance d'installation va effectivement impacter le budget, forcément, donc il faut essayer d'en limiter évidemment la distance. Donc tout ça, cette approche, elle doit se faire site à site. Donc c'est difficile de donner un prix standard. Alors, un prix déjà, mais un standard, c'est encore plus difficile. Et effectivement, chez Eureden, on a aussi le choix, donc soit effectivement pour ça au niveau des CAPEX, ou soit on décide de le faire. Ça dépend des sites qui préfèrent un loyer. Et voilà, donc c'est le choix. Donc c'est la liberté, effectivement, entre guillemets, de pouvoir choisir le financement propre à chaque site. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Loïc. Bon, on peut conclure, je crois. Bon, en tout cas, effectivement, je regardais s'il y avait les dernières questions, mais comme on l'a dit à l'introduction, si vous souhaitez, vous avez toujours la possibilité de nous écrire directement par email à contact@mobilize-ps.fr et on répondra avec plaisir à vos questions. Je tiens à remercier tout d'abord Loïc Nicolazo d'avoir accepté de partager avec nous cette conférence et d'apporter son témoignage qui montre aussi que voilà, le passage à la mobilité électrique, c'est pas facile, mais en tout cas, effectivement, c'est important et c'est en faisant les bons choix qu'on avance à son rythme, effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, les premiers témoignages sont plutôt positifs et donc, effectivement, on est ravis, Loïc, de vous accompagner dans cette étape importante. Merci également à Sophia pour ta participation et puis à Lucie pour ton animation très efficace du chat. Et merci surtout à Suzy de nous avoir conviés au sommet virtuel de la mobilité durable. On est ravis de partager nos retours d'expérience.
Merci Rina pour votre invitation. En tout cas, votre présence témoigne de la confiance qu'on a établie depuis quelques temps maintenant, en tout cas. Et donc, pourvu qu'on travaille comme ça, et c'est très bien parce qu'on développe vraiment une relation avec vos équipes et ça nous permet d'avancer sereinement. Et un grand merci, bien sûr, à tous nos auditeurs. J'ai vu que vous avez été très nombreux et surtout très actifs. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, on espère avoir l'occasion de vous rencontrer, en tout cas échanger dans d'autres circonstances. Un grand merci encore. Oui, tout à fait. Oui, merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Au pic, en simultané, il y avait une 60aine de personnes. En tout, vous étiez plutôt 80. Et puis, il y aura encore de nombreux visionnages en replay. Donc, on vous remercie. Merci effectivement pour les échanges qui ont été très qualitatifs et intéressés dans le chat. Et donc, pour conclure, je vous ai mis le lien vers le questionnaire de satisfaction dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y répondre parce que votre avis est primordial pour nous. Je vous remets aussi le lien si vous souhaitez... si jamais nous faire un don pour nous montrer que vous trouvez que cet événement est pertinent et qu'il a toute sa place pour une prochaine réédition. Et puis, vous rappelez encore une fois que le replay sera généré automatiquement dès la fin de la conférence dans cette même salle. Donc, si vous souhaitez retourner dessus, vous pourrez le faire sans problème. Et cette salle sera disponible dans le hall des replays à partir de demain. Et ça sera accessible tant que le salon est ouvert. Et ensuite, vous aurez tout sur le site du sommet, donc rien n'est perdu. Vous pourrez retourner sur cette conférence autant de fois que vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à aller consulter le reste du programme. Le prochain sujet, c'est demain à 9 h et ce sera sur le sujet de l'autopartage, un levier vers une mobilité décarbonée. Merci à toutes et tous encore pour votre participation et à très bientôt pour un autre sujet du SBMD. Merci, au revoir. Merci.